Bonjour à tous, un grand merci d'abord au comité scientifique d'avoir retenu ma proposition de communication. C'est un sujet d'étude sur lequel je travaille depuis 2 ans maintenant, que j'ai soutenu la semaine dernière, il y a 2 jours exactement. Donc c'est un bel accomplissement pour moi de terminer ça sur un colloque directement après ce Master 1. Alors pour ce sujet sur la musique, je vais commencer par vous parler de la discipline un peu spéciale que j'ai choisie comme étude, donc la ludomusicologie. Je ferai un petit historique sur la façon dont la musique pour le jeu de rôle a évolué depuis les premiers albums jusqu'aux compositeurs qui se sont spécialisés dans la musique pour le jeu de rôle aujourd'hui. Puis j'expliquerai pourquoi on a commencé à ressentir le besoin de mettre en musique nos parties et comment elle peut avoir un impact sur la qualité de notre expérience de jeu et sur notre immersion. Attention diapo, hop. Alors, la ludomusicologie, c'est une discipline qui a une 30aine d'années, donc c'est assez récent. Étymologiquement, la ludomusicologie devrait s'intéresser juste à l'étude de la musique pour le jeu. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de ludomusicologie presque que pour le jeu vidéo. On devrait pourtant s'intéresser à tous les aspects sonores en rapport avec le jeu. Donc moi, c'est à celle pour le jeu de société et le jeu de rôle que je m'intéresse dans mon étude. Dans l'extrait que je vous projette là, je vous lis rapidement, je pense que tout le monde peut le lire, mais je vais le lire quand même, pour ceux qui auraient besoin de lunettes et qui les ont pas prises par exemple. Alors seulement, pour comprendre l'essence même de la musique de jeu, il faut en faire l'expérience, la recontextualiser. Elle explique avant tout par l'échange, le dialogue qu'elle permet entre le joueur et l'œuvre vidéoludique. On pourrait tout à fait remplacer le mot vidéoludique par maître de jeu. Donc l'échange entre les joueurs et le maître de jeu. Parfait. J'ai réalisé une enquête, on va revenir un petit peu avant quand même. Hop. J'ai réalisé une enquête entre décembre 2023 et janvier 2024, ça a été un peu court. Auprès de différentes communautés de rôlistes sur Discord, sur des forums comme celui de BBE par exemple, sur beaucoup de Discord. En 2 mois, j'ai quand même obtenu 457 réponses, c'est pas trop mal. Mes résultats sont assez proches de ceux qu'on peut trouver sur le TIAS, justement, le sondage qu'a fait Pascal Julie par exemple. Dans ce questionnaire, il y avait plusieurs sections. Donc la première sur les profils généraux des joueurs et joueuses. Ensuite, je leur demandais leurs habitudes de jeu, donc si IL était plus souvent PJ ou plus souvent MJ, ou alterner régulièrement entre les deux. Et ensuite, une section vraiment sur la musique, où je leur demandais si IL aimait vraiment qu'il y ait de la musique pendant leur partie et que les MJ aient préparé cet aspect de l'ambiance sonore. Et je demandais aux MJ si IL appréciait s'occuper de cette partie de leur préparation. Et il y avait une dernière section pour les personnes de plus de 40 ans, auxquelles je leur demandais leur ressenti et leur constat sur l'évolution de la mise en place de la musique pendant leur partie. Depuis les années 80, on utilise majoritairement les vinyles et les radiocassettes. Les rôlistes choisissaient parfois des musiques de films s'ils en avaient, ou de la musique savante. J'entends par musique savante, musique ancienne, musique dite classique. Mais on changeait pas facilement d'album, les vinyles, il fallait y retourner, les cassettes, il faut les rembobiner. Ouais, je connais les gestes aussi. Et la plupart du temps, on choisissait ce qui plaisait à tout le monde, on se concertait et on mettait en fond et on n'y touchait pas, on pouvait pas vraiment gérer l'ambiance musicale. A priori, la première musique de jeux vidéo, on y revient un petit peu, je pense que c'est celle de Mario Bros en 1983 sur la NES. 1983, c'est très proche de 1985. 1985, c'est a priori ce qui semble être le premier album qui a été réalisé pour un jeu de rôle. En vinyle puis en cassette est produit et édité First Quest The Music, un jeu proposant un scénario D&D de la première édition de 1979, les règles avancées, donc pour des personnages de niveau 15. Ce projet a été présenté par David Miller et Phil Thornton, directement à Gary Gygax, qui l'a qualifié comme une odyssée musicale. Alors, cet album n'est pas du tout connu pour sa qualité musicale, mais le projet était plutôt sympa, l'idée était lancée en tout cas, et Gygax approuvait totalement l'idée de mettre un jeu de rôle en musique. Le monsieur que vous voyez, c'est Valentine Dyal, qui est un comédien très connu pour sa voix à l'époque, et surtout pour son rôle de Black Guardian dans Doctor Who, de 1979 à 1983.
Ce projet, donc, il y avait un narrateur qui ne remplace pas le MJ, mais il y a un narrateur. C'est pas un jeu dont vous êtes le héros, il y a vraiment un MJ. Je voulais vous faire écouter un extrait de la toute première piste. J'ai coupé un tout petit bout du début du texte parce que c'est le plus long vu que c'est l'introduction. En gros, Valentine Dailleul nous dit que les aventuriers doivent absolument trouver un calice de cristal pour tuer des dieux anciens. Voilà, c'est un résumé rapide. Et la musique juste après, pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemblait. They could only be banished by the crystal chalice, one of the lost weapons of the Lords of Light. A brave band of heroes rode out to search for the fabled relic. Voilà donc un extrait de cette odyssée musicale. Donc pour les inspirations, cet album, il y a eu 5 compositeurs qui ont bossé dessus, donc niveau cohérence, au niveau de l'écriture, voilà. Ça ressemble un petit peu, ça a été un petit peu inspiré par la bande originale du film The Keep de 1983, bon, en moins bien, mais voilà. Et il y a même des pistes qui sont quasiment entièrement copiées de certains génériques de films, comme Return of the Living Dead, qui est sorti en 1985, et beaucoup, enfin, tout est du synthétiseur, et donc il y a beaucoup de choses aussi qui ressemblent aux musiques en 16 bits des jeux vidéo de l'époque, quoi. Le disque compact fait son apparition, enfin. Donc ça va faciliter beaucoup les choses au niveau du changement des musiques. À partir de ce premier projet qui est sorti, bon, il y en aura sûrement quelques autres qui sont moins connus, qu'on n'a pas retrouvés sur Internet, mais qui ont eu le mérite au moins d'exister, j'imagine. Et un label français, le Grendel Records, va réaliser plusieurs albums dédiés uniquement aux jeux de rôle entre 1994 et 1988. Premier label qui ne fera que ça. Ils vont faire 8 albums pendant ces 4 années, mais cette fois leur objectif ce n'est pas de répondre à un scénario spécifique, mais de réaliser des ambiances s'adaptant aux univers qui sont les plus populaires en France en tout cas à ce moment-là. Donc il va y avoir 4 albums inspirés plutôt des univers fantasy héroïques, médiéval / celtique et des univers de Tolkien. 2 albums sur les univers fantastiques et un peu Lovecraftien, et 2 albums science-fiction, steampunk, cyberpunk. Vraiment, les thèmes sont très très larges. Je vais vous faire écouter un extrait, encore, du tout premier album, du coup, que ce label a réalisé, composé par Philippe Catoire. Donc là, c'est pour un univers de fantasy héroïque médiéval. On y entend au début une sorte de percussion qui fait un peu percussion rituelle, un son ressemblant à un orgue, qui fait ce qu'on appelle en musique un bourdon, qui est un procédé d'écriture plutôt d'inspiration médiévale, et une sorte de bruit qui ressemble à un luth, en tout cas des cordes pincées, qui fait aussi une mélodie qui a des traits de composition un peu médiévale dans l'écriture, et un synthétiseur qui est censé imiter des chœurs, qui fait une mélodie. Je vous fais écouter ça. Un second extrait. Alors le compositeur, je ne vais pas essayer de prononcer son nom, vous le verrez sur la dernière diapo et vous comprendrez pourquoi. Cette fois, ils ont écrit, donc c'était un des albums qui a été fait plutôt pour de la science-fiction / steampunk. Donc l'album s'appelait Dark Future, sachant que c'est le futur des années 90, hein, donc c'est pas le même que celui de maintenant. La pièce est intitulée Les lois d'Asimov, donc faisant référence à l'auteur Isaac Asimov de science-fiction. Et on y entend des nappes sonores, des sons divers mis à l'envers exprès pour que ce soit un peu bizarre, des voix robotiques un peu répétitives pour être un peu dans l'ambiance futuriste. D'autres albums vont continuer à être créés.
de différentes manières, des compiles, etc. Wizards of the Coast va continuer à commander aussi de la musique à des artistes, à des compositeurs et à des collectifs comme Midnight Syndicate par exemple qui vont demander un album aussi pour Donjons et Dragons, cette fois pas pour un scénario. Et on va arriver à quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on fait vraiment maintenant. Ils vont leur demander des musiques par type de scène, donc scène de voyage, scène de chasse, scène de combat, etc. Alors que jusque-là, majoritairement, Midnight Syndicate faisait bizarrement de la musique pour des musiques de films, et surtout musique de films d'horreur, et leur spécialité c'était encore plus les attractions d'horreur, d'épouvante dans les parcs d'attractions. Et beaucoup d'inspiration de Howard Shore, Danny Elfman, John Williams. Je vous fais écouter un extrait de cet album. On va voir si vous reconnaissez l'inspiration de cet extrait. C'est subtil, je vous préviens. Ça va bien. Ça me fait perdre du temps. Ah, ça y est. Il y a quelqu'un qui l'a ou pas? Bah oui. Donc, Caverne de Isengard du Seigneur des Anneaux, donc de Howard Shore, le premier film. Je vous fais pas écouter la comparaison des deux morceaux à côté, je pourrais, mais je le fais pas. Et qui lui-même s'inspire déjà de Basil Paul Doris, pourquoi David, je ne sais pas, de Conan le Barbare, dans cette partie-là en particulier, mais dans beaucoup d'autres de ses musiques. Bon, on est habitué, c'est beaucoup la musique de film qui inspire aussi la musique pour le jeu de rôle. Un autre élément qui va vraiment améliorer la mise en place de l'ambiance musicale dans les parties, c'est la fin des années 90 et la démocratisation des formats MP3 et de la compile, des CD à graver. Ça va être, dans le questionnaire que j'ai donné, les rôlistes de plus de 40 ans m'ont dit 1. Les CD, 2. Les CD à graver pour pouvoir faire les compiles, et enfin YouTube, je vais y arriver. Donc, dans les années 2000, on arrive enfin à faire des compiles, donc les rôlistes vont pouvoir commencer à faire des compiles vraiment spécifiquement pour leur partie et faire leur musique, leur ambiance musicale comme ils veulent. Et ça, c'est plutôt pratique, sachant aussi que les albums, par exemple, dont je parlais de Grundle Records tout à l'heure, eux faisaient des pistes de 10 minutes, donc on commence un petit peu à avoir aussi des albums où on prévoit des pistes plus longues exprès pour le jeu de rôle, ce qui est plus pratique que les pistes de 3-4 minutes en jeu. Et puis en 2005, arrive YouTube. Et là, tout change. Donc, dès les premières années de YouTube, déjà, on trouve énormément de musique de film. Le Seigneur des Anneaux, il sera déjà dès les premières années. Beaucoup de musique ancienne aussi. Donc, les rôlistes vont pouvoir commencer vraiment à faire leur compile comme ils veulent. Et puis, à l'époque, il n'y a pas de publicité sur YouTube, donc c'est plutôt pratique de pouvoir passer d'une piste à l'autre. Puis, en 2007, Deezer. En 2008, Spotify. En gros, le streaming va vraiment énormément faciliter la création de playlists et donc la création de mise en ambiance de l'aspect musical des parties de jeux de rôle. Puis les rôlistes vont continuer à se gratter la soupière et il va y avoir de plus en plus de compositeurs. Et en 2012, on va commencer à avoir pas mal d'applications et de logiciels qui vont être créés vraiment que pour l'aspect sonore des parties. En 2012, Syrinscape, Tabletop Audio en 2015. On va avoir Opus qui est de cette année, qui vient de naître, qui est une solution de la ressource Describe, qui est faite en collaboration avec Michael Gelfi, sur qui je reviendrai après. Puis des applications sur téléphone aussi, comme Pocket Bard, qui m'a été beaucoup conseillé d'ailleurs dans mon questionnaire, ainsi que RPG Master Soundmaker, et il y en a plein d'autres, je cite que cela pour l'instant. Le point commun de ces applications et de ces logiciels, c'est qu'on propose non seulement énormément de musique pour générer, donc créer l'ambiance musicale des parties, mais aussi des effets et des ambiances sonores pour l'aspect diégétique dans les parties. Même si c'est pas toujours utilisé, c'est quand même bien pratique et beaucoup de rôlistes apprécient pour pouvoir gérer aussi l'aspect diégétique dans leur partie. Ces logiciels permettent de changer d'une musique, de passer d'une musique à l'autre en fondu sans avoir de rupture, sans que les PJ s'aperçoivent qu'il y a eu un changement forcément de musique, ou en tout cas ils perçoivent juste le changement d'ambiance, ce qui peut être très pratique et vraiment créer des effets super cool en jeu. Ces applications proposent souvent des packs qui sont souvent dédiés à des
scénarios spécifiques, mais qui sont totalement possibles à sortir de leur contexte. On peut très bien prendre un set qui a été créé pour Space Surrender et l'utiliser pour un autre jeu si ça nous va. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne m'attarde pas sur le prix de ce contenu et sur les prix des abonnements. Certains contenus ont un coût, mais il y en a quand même beaucoup qui sont gratuits et très accessibles. Et surtout, ce n'est pas du tout les seules ressources qui sont disponibles. Il y a plein de playlists qu'on peut trouver faites par des rôlistes. Quand on tape RPG musique sur YouTube, musique pour le jeu de rôle, etc., on trouve pléthore de solutions. Et surtout, aujourd'hui, il y a pas mal de ressources disponibles sur n'importe quel site de streaming. Si vous tapez playlist RPG musique ou playlist Donjons et Dragons, vous allez trouver énormément de propositions de playlists faites par des joueurs et joueuses ou autres, avec des musiques de films, de jeux vidéo, de musique classique, etc. En tout cas, vous trouverez sûrement quelque chose qui vous convient. Mais il y a aussi maintenant pas mal de compositeurs et compositrices et de collectifs qui dédient tout ou partie de leur travail à la musique pour le jeu de rôle uniquement. Pas mal de francophones d'ailleurs. Je vous afficherai le nom de certains d'entre eux à la fin de la diapo, mais notamment il y a Michael Gelfi que j'ai déjà cité, Travis Savoie, un Canadien, Maxime Lonoz qui ne produit plus de vidéos mais qui en a fait énormément sur la musique, et Chris Toron par exemple aussi, qui est un Français qui compose pour le cinéma et aussi pour le jeu de rôle. Il le fait aussi en live sur Twitch d'ailleurs. En tous les cas, ce qu'on constate, c'est que la question de la musique dans les parties, c'est une question qui continue à être beaucoup posée. Dans beaucoup d'émissions de podcasts rôlistiques, le sujet de l'ambiance musicale revient quand même vraiment souvent sur la table, et beaucoup de MJ aiment énormément préparer l'ambiance sonore de leur partie. Et c'est encore plus vrai depuis qu'on a été obligé de le faire en distanciel. On avait besoin d'un outil pour favoriser encore plus l'immersion et l'attention des joueurs et joueuses, et la musique fait sens pour ces deux points-là. D'ailleurs, les neurosciences ont prouvé assez récemment que la musique active énormément de zones du cerveau, et qu'elle est en fait notre mémoire, une de nos mémoires les plus anciennes et les plus solides. Sur des sujets atteints d'Alzheimer, ils ont démontré que certains retenaient énormément des mélodies qu'ils avaient appris avant d'être malades, en tout cas dans leur enfance et un peu après, et qui se souvenaient pas forcément des paroles, mais en tout cas des mélodies, parfois mieux que des visages même de certains de leurs enfants. Donc c'est vraiment une mémoire très très ancienne, qui est même plus longue que celle du langage. C'est pas pour rien si notre cerveau et notre corps enregistrent et associent certains de ces sons à des émotions et à des événements. Pourquoi un tambour au son profond tapé de manière régulière nous fait penser à une marche de guerrier? Pourquoi des violons stridents nous font froid dans le dos? Pourquoi le silence est parfois plus lourd que la musique dans les films d'horreur, par exemple? Pourquoi un chœur en latin va nous évoquer un rituel religieux ou une église? Parce que notre mémoire, en tout cas dans notre culture occidentale, a associé ces sons à ces images et à ces émotions avec le temps, parce que tous ces symboles sonores, on les utilise dans les films et même bien avant. La musique liée à la narration, c'est pas du tout un processus nouveau. Coralie David, dans sa thèse sur l'intercréativité de la fiction littéraire, nous parlait rapidement de la musique comme complément fictionnel, utiliser la musique pour souligner la narration et faire ressentir ou montrer des choses que l'image et le texte ne montrent pas. On le faisait déjà dans l'opéra, et même avant, dans le théâtre musical, avant que l'opéra ait la forme qu'on lui connaît, c'était déjà un processus qu'on utilisait. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, ces processus-là, de nous immerger dans des films et dans les jeux vidéo, et surtout de nous en souvenir. La musique nous permet donc de nous concentrer, de nous immerger dans une ambiance sonore, dans un univers, mais aussi de nous souvenir de nos parties. Et tout le contenu que j'ai cité peut aider aussi les MJ à aller encore plus loin, pour vraiment faire encore plus appel aux émotions et aux sensations des joueurs et joueuses. Et ça peut permettre, par exemple, aux débutants et débutantes d'être plus connectés, et surtout qui sont parfois timides, d'être plus connectés à leur personnage, sans avoir à exagérer le roleplay, qui est souvent ce qui est le plus difficile quand on débute. Et c'est jamais indispensable, la musique, mais tout comme les cartes et les illustrations et certains dés, même les dés dans certains jeux sont pas indispensables non plus, mais pour enrichir la narration et la créativité autour de la table, c'est quand même un vrai plus. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À l'époque, c'était le 21 juin 2024, j'avais souhaité une bonne fête de la musique à tout le monde, et je vous laisse avec mon moi du passé qui va répondre à quelques questions. Merci.
aussi de reprises d'éléments sonores, de musique de jeux vidéo, 16 bits, 32 bits, etc. Ça me fait penser au développement, c'est peut-être pas 10 dernières années, peut-être un peu plus, mais de la Dungeon Synth, qui est ce genre musical, effectivement, qui reprend des éléments très vintage, on va dire, musicalement, pour simuler des ambiances de jeux de rôle assez traditionnels, inspirés à la fois du jeu de rôle papier et aussi du jeu de rôle adapté en jeu vidéo. En fait, bon, du coup, si vous avez tous lu la thèse de Coralie David, je vais vous dire des banalités. Hein. Il y a effectivement le côté, le lien entre le métal et la musique de jeu de rôle. Il y a le côté un peu marginal, le cliché du marginal avec le métal, qui est lié à celle du jeu de rôle, malheureusement, surtout depuis les années 90. Heureusement, ça commence à aller mieux, pour le métal aussi. Mais du coup, ce lien entre métal et Dungeon Synth que tu disais, il est très fin parce que c'est des cultures qui vont ensemble. Donc, Midnight Syndicate, je vous ai passé un extrait en particulier. Dans l'album, il y a une ou deux musiques, même plus, où vraiment il y a des parties, on dirait vraiment du métal. Alors bon, on est sur du métal symphonique, un peu vraiment écrit pour l'orchestration, mais les inspirations du métal dans beaucoup de playlists pour le jeu de rôle, elles y sont. J'ai cité Chris Toron tout à l'heure, qui a fait justement une musique pour des barbares, où il y a un bon gros son de guitare. Bon, avec des barbares, ça va très bien en plus, mais c'est pas du tout déconnant comme lien. Et je pense que le fait que le métal, maintenant que ça commence de la même manière que le jeu de rôle, à être un peu mieux vu, toujours boudé par les musicologues, mais quand même mieux vu globalement, ça leur permet aussi d'explorer et de rajouter encore aussi notre culture du jeu de rôle qui fait partie, qui va avec le métal. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des genres comme celui-là qui émergent. En plus, le métal, il y a tellement de branches. Là, je dis métal, mais métal, ça veut rien dire. Mais il y a pas un truc qui s'appelle le dwarf metal ou un truc comme ça aussi. Enfin, c'est génial d'ailleurs, j'adore ça. Mais de là à inventer des noms pour des types de métal comme ça. Mais le lien métal jeu de rôle, il existe. Il est très fort, il est très profond, il est très vieux du coup. En tout cas aussi vieux que le métal. Et oui, c'est normal qu'il y ait des genres qui émergent exprès pour le jeu de rôle parce que on a besoin de créer notre musique, que c'est très récent et qu'on cherche encore un petit peu comment faire. Je sais pas si c'était pas une question, mais du coup, je sais pas si j'ai approfondi ça. Bonjour. Bonjour. Donc moi, il y a une maladie qui est terrible pour moi, qui serait terrible pour moi, qui s'appelle l'amusie. C'est des gens qui, pour lesquels la musique n'a pas de sens, ce sont des bruits, ils ne mettent pas de notion d'harmonie, de mélodie. Est-ce qu'il y a eu des joueurs ou joueuses qui ont témoigné, qui souffraient de ça? Et est-ce que pour eux, du coup, la musique diffusée en jeu de rôle, c'est quelque chose de complètement neutre, ou est-ce que c'est quelque chose de perturbateur, ou est-ce qu'il y a eu des... Alors même en dehors de la musique, il y a des gens pour qui c'est perturbateur tout court, amusie ou pas. Voilà. La musique, j'imagine que ça doit bien accentuer le truc. Parce que c'est vraiment, ça doit être très dur pour les personnes qui vivent ça. Mais en tout cas, non, je n'ai pas eu de retour, moi précisément. J'ai eu des gens dans mon questionnaire qui ont répondu non, je ne mets pas de musique, non, je ne veux pas mettre de musique, et non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, qui ont été clairs là-dessus. Non. Et c'est tout à fait leur droit. Mais moi, je le conçois totalement. Après, moi, j'ai un TDAH. Moi, s'il y a de la musique à côté, ça m'aide à me concentrer. Et c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, donc... ça dépend de chacun. Il y a des gens qui ont besoin de la musique ou d'un autre média à côté pour se concentrer. Il y a des gens qui sont aphantasiques aussi, donc qui ont besoin des images. Ça, il faut voir avec les joueurs et les joueuses comment ils se sentent et de quoi ils ont besoin pour être immergés. Ça dépend des uns des autres. Parce que des gens aphantasiques peuvent jouer au jeu de rôle. Et c'est encore mieux même, je pense, je les encourage à le faire. J'imagine que les gens qui ont de la musique peuvent jouer au jeu de rôle aussi, sans problème. Avec ou sans musique. Donc déjà, merci beaucoup pour la présentation. Et j'aurais une question pour le côté musicologie, pareil pour le dialogue sûrement du jeu de rôle vers la musique. Vous avez mentionné un peu l'utilisation au départ de musique savante. Je me demandais si vous avez déjà observé, traité quelque part le côté dans la musique qu'on attend dans les jeux de rôle, qui vient peut-être plus des musiques de films, vient influencer quelque part les images de musique médiévale, comme les récits, les univers de Medfan viennent influencer ce qu'on imagine être le médiéval, et pareil pour la musique, parce que finalement c'est quand même assez différent, j'ai l'impression, de ce qui se jouait vraiment à l'époque. Ouais.
Oui, alors du coup, c'est vrai que c'est l'axe que j'ai le plus souligné pour ma soutenance, parce que du coup, j'avais des profs de musicologie devant moi, pas des rôlistes, mais et qui connaissaient pas le jeu de rôle. Oui, c'est de l'inspiration médiévale. On évoque l'époque médiévale, on essaye. La plupart du temps, dans la musique de jeu de rôle, ça se montre plus par les sonorités. On va mettre une sonorité de lutte, une flûte, une vielle, un bourdon. Et après, là, Philippe Catoire, finalement, c'est un des rares que j'ai trouvé qui pousse vraiment le truc jusqu'à... bon, là, je vais parler vraiment de musicologie, mais à mettre des quintes parallèles, à mettre un bourdon, à utiliser vraiment des instruments à cordes avec une mélodie qui fait vraiment... pas grégorien, mais presque, mais c'est de l'inspiration, c'est du faux modal, c'est modifié pour que ce soit compréhensible. Ce que je disais, moi, à mon prof l'autre jour, c'est si on met de la vraie musique médiévale à des rôlistes pendant 4 heures, je pense qu'ils pètent un plomb. Il faut vraiment aimer beaucoup ça ou être très habitué. C'est comme si on mettait de la musique contemporaine. Voilà, il faut être habitué. Je pense que c'est très bien de l'évoquer, c'est même mieux. Je pense que c'est bien de pouvoir l'évoquer, de le transmettre ou mettre une musique de taverne qui soit une vraie musique de Renaissance ou une vraie musique médiévale, par exemple. Mais pendant 4 heures, je pense que on en a vite marre. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est mieux juste de l'évoquer que de vraiment la réécrire, quoi. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la communication suivante pour rester dans le planning à peu près quand même. Donc merci beaucoup pour cette très belle communication.